Nous traitons maintenant l'impôt sur les sociétés. On verra tout d'abord l'aspect juridique, hein, tout d'abord le champ d'application et la base imposable. Donc cet aspect ou les aspects juridiques de l'IS ne sont pas, si vous voulez, indiqués dans les cadres référentiels, donc pour la préparation du baccalauréat. Alors, mais on a jugé utile donc de les évoquer parce que le cadre référentiel ne retient, les cadres référentiels ne retiennent que la comptabilisation de l'IS, donc qui est censé être déjà calculé dans le cadre du droit. Alors, nous commençons d'abord par le champ d'application. Un champ d'application. À qui s'applique l'IS? Quelles sont les sociétés qui sont soumises à l'IS? Donc, tout d'abord, pour le champ d'application, nous traitons les personnes qui sont assujetties. Personnes assujetties à l'IS. Il s'agit des personnes morales, hein, sous forme de société. Donc c'est toutes les sociétés. Hein. Toutes les sociétés sont soumises à l'IS, quelle que soit leur forme et leur objet. Et par option, c'est-à-dire ils peuvent choisir l'IS, les sociétés en non collectif et les sociétés en commandite simple, celles jugent donc être soumises à l'IS. Donc, en plus de toutes les sociétés, ce sont aussi les établissements publics et tous les établissements publics et les personnes morales qui exercent une activité à but lucratif. Donc, c'est-à-dire des entreprises qui appartiennent à l'État, mais qui ont un but lucratif. Donc, elles sont soumises à l'IS. Quelles sont les personnes qui sont exclues de l'IS? Donc, personnes exclues du champ de l'IS. Ce sont les sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple, sauf si elles choisissent, si vous voulez, l'option IS. Donc, ce sont des sociétés en commandite simple et sociétés en nom collectif dont les associés, ce sont des personnes physiques. Les associations, les sociétés de fait, les sociétés immobilières transparentes à capital privé. Donc là, ce sont toutes les personnes qui sont qui ne sont pas soumises à l'IS mais à notre impôt. Donc, bien, deuxième point à traiter, c'est la territorialité de l'IS. Donc, c'est-à-dire où on paye l'IS. Territorialité, bien sûr, de l'IS. C'est toutes les sociétés qui ont le siège au Maroc, hein, sont soumises à l'IS. Toutes les sociétés qui ont leur siège à l'étranger sont soumises à l'IS pour l'ensemble des revenus ou bénéfices se rapportant aux biens qu'elles possèdent au Maroc et les activités et opérations qui sont réalisées au Maroc, même à titre occasionnel. Donc, c'est l'élément le plus important ici, c'est l'activité qui s'effectue au Maroc ou le siège social qui est au Maroc. Quatrième élément, ce sont les exonérations, c'est-à-dire exonérations. Les exonérations qui ne payent pas l'IS.
est exonéré de l'IS. Ce sont les associations et organismes à but non lucratif qui ne cherchent pas à réaliser un bénéfice. Ce sont aussi les coopératives et leurs unions, les organismes de placement, les OPCVM, des placements collectifs de valeurs mobilières, les établissements, les entreprises ou les exploitations agricoles maintenant sont soumises à l'impôt, mais pour les exploitations agricoles qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions de dirhams. Ce sont là les personnes qui sont exonérées de l'IS. Le deuxième point à traiter à ce niveau, c'est la base imposable. La base imposable, c'est-à-dire sur quelle base on va calculer l'IS. Donc, de base imposable. C'est l'assiette fiscale de l'IS. Alors, le problème, c'est que nous avons, par exemple, le cas de la société Atlas, les données du CPC, mais avant le calcul de l'IS. Donc, on a les produits d'exploitation, les charges d'exploitation. Donc, le calcul, ce sera du résultat, c'est produit d'exploitation moins charge d'exploitation égale résultat d'exploitation. Puis, produit financier moins charge financière égale résultat financier. Résultat d'exploitation plus le résultat financier nous donne le résultat courant. On l'ajoute au résultat non courant qui est la différence entre les produits non courants et charges non courantes. Ça nous donne le résultat avant impôt. Donc, ce résultat avant impôt constitue l'une des composantes de la base fiscale. C'est-à-dire que l'impôt ne va pas porter directement sur le résultat fiscal, mais il doit prendre en considération un certain nombre d'informations complémentaires, donc qui vont donner lieu, c'est-à-dire parce qu'on va constater que certaines charges qui ont été déduites ici ne sont pas déductibles, c'est-à-dire on doit les réintégrer. On doit les réintégrer au résultat pour qu'elles subissent l'impôt. Mais au niveau des produits, on va constater que certains produits qui ne sont pas soumis à l'IS, qui sont exonérés ou qui font l'objet d'un abattement, donc des déductions, donc il faut les déduire du résultat courant avant impôt pour déterminer la base imposable. Donc, résultat fiscal il serait calculé à partir du résultat avant impôt, c'est le résultat comptable qu'on a déterminé, qu'on l'a vu tout à l'heure, plus les réintégrations. Réintégration, c'est-à-dire des charges qui ne sont pas, qui sont à réintégrer, qui ne sont pas déductibles, réintégration, plus les réintégrations, moins les déductions. Moins les déductions. Donc, c'est pour dire que, finalement, que le résultat fiscal égale résultat avant impôt plus les réintégrations moins les déductions. Voilà, en quelque sorte, le principe de calcul de la base imposable de l'IS. Quelles sont maintenant les déductions et quelles sont les réintégrations? Alors, voyons maintenant ces deux éléments-là qui vont permettre de traiter le résultat avant impôt pour déterminer la base, donc l'assiette fiscale qui est le résultat
fiscal, le résultat fiscal net. Bien sûr, avec ces réductions, des déductions, hein, donc on déduit aussi le report des bénéfices antérieurs, des pertes antérieures. Alors, concernant tout d'abord les réintégrations, on ne retient que quelques éléments ici, les plus utilisés, les plus importants, les plus courants. Donc, ce sont les amendes, les pénalités ou majorations. Donc, il faut les réintégrer pour qu'elles subissent l'impôt. Donc, les frais généraux qui ne sont pas liés à l'exploitation, les cadeaux publicitaires dans leur totalité lorsque leur montant par unité dépasse 100 dirhams TTC. S'ils ne portent pas, par exemple, le logo, l'enseigne, etc. de la société, hein, donc ils ne sont pas, donc il faut les réintégrer. D'autant plus que même si elles portent le logo, etc., mais dont la valeur dépasse 100 dirhams par unité, hein, par pièce. Par exemple, si on donne des cadeaux, des stylos, donc chaque stylo doit porter le nom, le sigle de la société, comme quoi c'est un cadeau de la société, et en même temps, sa valeur ne doit pas dépasser 100 dirhams. Donc, il en est même pour les autres éléments, pour les autres cadeaux. L'excédent des dons versés aux œuvres sociales, au-delà de 2 pour 1000 du chiffre d'affaires de la société donatrice, donc qui donne ces dons à une société d'œuvres sociales, donc pour des œuvres sociales, des sociétés caritatives. Ce ne sont pas des entreprises, ce sont des associations. Donc, de même pour les factures, qui ne sont pas, qui concernent les dépenses qui dépassent 10 000 dirhams, hein, ou 10 000 dirhams et plus, mais qui ne sont pas payés par chèque, par carte monétaire, par virement bancaire, etc. Donc, 50% de leur valeur sera à réintégrer. Bien sûr, l'IS aussi est donc les exonérés, hein, des charges. L'IS est calculé, donc une fois qu'on a déterminé le résultat avant impôt, c'est-à-dire on a déduit toutes les charges, donc d'ailleurs on n'a même pas besoin de le signaler. Deuxième élément, ce sont les éléments qui sont déductibles. Ces déductions concernent donc tous les produits qui ne sont pas imposables, soit en totalité, soit en partie, soit parce qu'ils sont exonérés, soit parce qu'il s'agit d'abattements pour accorder des avantages à l'entreprise. C'est le cas par exemple, hein, on retient quelques exemples, par exemple les dividendes distribués par des sociétés soumises à l'IS, donc ces dividendes font l'objet d'une déduction parce qu'ils font partie donc du résultat de l'entreprise, mais ils seront déduit. L'abattement de la plus-value nette globale sur les cessions des immobilisations, à condition que l'entreprise s'engage à réinvestir dans un délai de 3 ans ces plus-values, et qu'une fois qu'elle achète le matériel ou l'immobilisation en question, elle garde cette immobilisation pendant au moins 5 ans dans son actif. Une fois qu'on a calculé le résultat ici fiscal, c'est un résultat fiscal brut. On déduit le résultat de ce résultat, le déficit reportable, pour obtenir le résultat fiscal net, qui sera la base de calcul de l'IS. Ce résultat fiscal net, c'est donc le résultat brut, c'est-à-dire résultat avant impôt, plus les réintégrations, moins les déductions, et on déduit le déficit reportable qui concerne les pertes, si vous voulez, réalisées par l'entreprise depuis le 4e exercice. Hein, donc il y a maximum c'est 4 exercices précédents. Donc une fois qu'on calcule la base imposable, on va lui appliquer le taux pour calculer l'IS.